Bonjour, je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec et je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui se déroule dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de la santé durable. Alors, le thème de cette année Ensemble pour la réduction de la maladie se base sur un livre disponible gratuitement sur le site internet moindemaladie.ca que la SPQ et plusieurs partenaires ont dévoilé dernièrement et dont les chapitres portent sur la maladie et sa réduction. Alors aujourd'hui, on continue avec le chapitre portant sur les investissements en matière de santé publique et plus généralement de prévention et de promotion de la santé. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Mehdi Ami et d'Olivier Jacques. Bonjour Mehdi, bonjour Olivier, ça va bien? Allô, Bonjour, ça ça va va bien, bien? merci. Super, alors merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer en fait avec vos parcours. Donc Mehdi, vous êtes PhD, vous êtes professeur agrégé à l'école de politique et d'administration publique de l'Université Carleton à Ottawa. Et vous êtes également directeur du programme de doctorat en politique publique. Vos recherches portent sur les déterminants et les effets de l'organisation et du financement des services de santé et des systèmes de santé publique dans les pays à revenus élevés. Vous visez à relier la recherche et les politiques et vous impliquez activement les décideurs du milieu de la santé, les gestionnaires des systèmes de santé et les cliniciens dans vos projets de recherche. Vous êtes actuellement président sortant de l'Association canadienne d'économie de la santé et directeur régional de l'International Health Economics Association. C'est bien ça, Mehdi? C'est bien ça, c'est bien moi. Super, merci en tout cas d'être avec nous. Olivier, Merci. alors Olivier Jacques, vous êtes professeur adjoint au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Vous avez obtenu votre doctorat au département de sciences politiques de l'Université McGill à l'automne 2020 et vous avez été chercheur postdoctoral à l'Université Queen's jusqu'en septembre 2021. Vous vous intéressez à l'économie politique des finances publiques au Canada et en Europe. Et plus précisément, vos recherches portent sur les conséquences de l'austérité budgétaire sur le financement de l'État et du système de santé, ainsi que sur les difficultés que rencontrent les gouvernements qui cherchent à investir à long terme, notamment dans les programmes de santé publique. Vos recherches sont présentement financées par le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada et le Fonds de recherche du Québec Société et Culture. C'est bien ça, Olivier? Ouais, j'écris des phrases un peu longues dans ma biographie, Il je n'y a pas de pense. souci, il n'y a pas de souci, on est là-dessus. Merci Olivier d'être avec nous. Alors, je tiens à remercier d'ailleurs Cyrano, hein. Vous êtes chercheur associé et chercheur respectivement chez Cyrano. C'est grâce à Cyrano qu'on organise cette rencontre d'aujourd'hui. Et sans plus attendre, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet si ça vous convient. On y va, et puis je pense que c'est une question pour vous, hein, Mehdi. Quelles sont les raisons d'investir en santé publique, de manière générale? Euh, Très bien, merci Thomas. Donc, généralement, il y a un peu cette espèce d'intuition où on sent que si on investit en prévention, on va être capable de sauver des vies plus tard. Que investir en prévention, ben, c'est bon parce qu'on peut aussi, quelque part, en ayant moins de malades, réduire les coûts pour le système de soins de santé qui est généralement aussi sous pression et que tous les gouvernements cherchent à contrôler les coûts au Canada ou ailleurs. Mais on n'a pas énormément d'évidence sur en fait, dans quelle mesure la dépense en santé publique ou la dépense en prévention permet de réduire. Et là, faut pas se tromper, il y a beaucoup d'évaluations coût-efficacité, coût-bénéfice qui comparent différentes mesures de prévention, différentes mesures de dépistage, différentes mesures mesures de vaccination, mais c'est vraiment très concentré sur des interventions spécifiques. Et ce qui fait qu'avoir une idée générale, ça devient vraiment dur en disant, OK, on a cette intervention A, cette intervention B, intervention A est préférée parce que son rapport coût-bénéfice est supérieur, d'accord, mais okay, généralement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une revue systématique de la littérature en 2017 qui était sortie par, je regarde juste là le nom, Masters, c'était Masters et collègues, et qui grosso modo disait, bon, alors on semble avoir un sens qu'il y a un retour sur investissement plus positif des interventions en santé publique, mais c'était pareil. Bon, finalement, on parlait de pommes, de carottes et de bananes, et on disait, bon, bah, comment ça se compare? Plus récemment, il y a Martine et collègues, c'était 2020 ou 2021, je crois, en Grande-Bretagne, qui là faisait cet exercice un peu plus, on regarde les budgets locaux de santé publique, on regarde les budgets locaux du NHS, du National Health Service, et on essaye de voir finalement en termes de quali, donc d'années de vie ajustées pour la qualité, si on dépend, combien il faut qu'on dépense en santé publique pour gagner un quali, et combien il faut qu'on dépense en soins curatifs, finalement, hein, c'est ça que fait NHS, pour gagner un quali. Et puis, ce qu'ils trouvaient, c'est que ça prenait à peu près 4000 livres par an pour gagner un quali en santé publique, alors que ça prenait, pour gagner le même quali, il fallait dépenser presque 14 000 livres
en soins de santé. Donc, très clairement, en termes de retour sur investissement, si on met une livre dans la santé publique, on a mieux, finalement, on est capable de produire plus de santé, plus d'années de vie en bonne santé comparé aux soins de santé. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut désinvestir en soins de santé, attention, mais c'est juste de dire si on a un nouvel investissement et qu'on a une livre, dans ce cas, à mettre quelque part, on a peut-être meilleur compte de la mettre en santé publique. Et puis dernièrement, donc on a un papier qui est sorti cette année avec mes collègues Emmanuel Arpin, Antoine Dedewanou et Sarah Aline, donc c'est Social Science and Medicine. Et là, nous, on a regardé le Canada en particulier. Et la chose qui nous intéressait vraiment, c'est de dire, ben, regardez, la santé publique, il y a un consensus pour dire que ça prend du temps pour produire des effets. Mais que nous, tout ce qu'on regarde, finalement, c'est ce que la littérature a fait en général, c'est regarder des coupes transversales, une photo à un moment donné, et puis bah, qu'est-ce qui se passe si on dépense $1 de plus en 2000, qu'est-ce qui se passe sur la santé en 2000? Et nous, on est, bah, c'est d'accord, mais peut-être ce dollar qui est dépensé en 2000, on commencera à avoir un effet en 2020. Donc peut-être qu'on peut dire, ah, j'ai dépensé $1 en 2000 et ça n'a rien donné sur la santé en 2000. Bah oui, parce qu'il n'y a pas eu le temps. Donc finalement, c'est un peu, on pose la mauvaise question. Donc, nous, on a quasiment 40 ans de données qu'on a pu utiliser. Donc, c'est des données qui sont au niveau provincial. Donc, on n'est pas capable d'aller dans le détail des comportements individuels. On peut contrôler par un certain nombre de choses. On est capable de contrôler pour le PIB, on est capable de contrôler pour le taux de chômage. Et ce qu'on trouve en bout de ligne, c'est que cette relation de long terme, donc sur 40 ans, si on augmente les dépenses en santé publique de 10%, on va réduire la mortalité prématurée évitable d'environ 20%. Donc, pardon, d'environ 0,2%. Laissez-moi recommencer. Si on augmente de 10%, il faut que j'ai mes chiffres corrects, je suis un économiste. Si on augmente de 10% les dépenses de santé publique, on réduit la mortalité prématurée évitable de 2%. Donc, on augmente de 10%, on réduit de 2%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on a fait ce contraste avec les dépenses en soins curatifs. Et on ne trouve pas cette relation. Donc, c'est non significatif sur le long terme. Donc, là aussi, on voit quelque part, donc, si on pense vraiment long terme, les dépenses de santé publique ont un vrai potentiel au Canada. Donc là, on parle bien du Canada. Et on a essayé de creuser pour qui ça arrive et on voit que ça bénéficie davantage les hommes que les femmes. On a essayé de comprendre pourquoi ça arrive et on a vu que ça semble être tiré par la mortalité pour cancer et la mortalité pour maladies cardiovasculaires. Donc, on arrive un peu à comprendre. Donc, évidemment, on a des données, encore une fois, c'est des données agrégées au niveau provincial. Donc, il y a un arbitrage. Pour être capable de regarder sur du très, très long terme comme ça, on doit prendre une mesure assez macroscopique. Mais tout ça pour dire, c'est que l'ensemble des évidences semblent converger pour vraiment indiquer, incluant au Canada, qu'il y a un bénéfice à investir en santé publique. Donc c'est intéressant parce que si je récapitule et puis si je l'ai bien compris, en fait, en tant que tel, investir en santé publique permet d'avoir un impact sur la réduction de la mortalité, d'une certaine manière. Oui, Investir dans l'accompagnement de la maladie, sur le long terme, en fait, on voit pas de corrélation sur la réduction de la mortalité. C'est bien ça? c'est bien ça. Donc en fait, aujourd'hui, dans un système où malheureusement on voit de plus en plus de maladies rentrer dans ce réseau-là, si on essaye d'y aller vers la voie traditionnelle qui a été empruntée jusqu'à maintenant, qui est d'accompagnement de la maladie, ça aura pas le même effet escompté que si on faisait rentrer de la santé publique dans un environnement comme celui-ci, ou alors si on investissait davantage en fait en matière de santé publique. C'est bien ça ce que ça veut dire, Mehdi? Ouais, c'est une façon de l'interpréter. Je pense en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si on pense long terme, Mmh. on a meilleur compte d'investir en santé publique. Mais si on pense problèmes de court terme, qui vont bien sûr se passer, si quelqu'un a besoin d'être admis à l'urgence là tout de suite demain, on va sauver sa vie en la mettant tout de suite à l'urgence. C'est pas en investissant en santé publique qu'on va aller sauver la vie de cette personne. Mais on Mmh. peut par contre réduire la probabilité que cette personne se retrouve à l'urgence si jamais on a investi tout au long de sa vie Ouais, dans des mesures de santé publique. Donc, en fait, et moi, j'aime pas penser en opposition. Il faut penser qu'on est en complètement. complémentarité. C'est différents aspects du système de santé qui sont là, avec Ouais, les soins de santé et la santé publique. Mais complètement. c'était un peu finalement le même type d'histoire qu'on a pu voir avec les programmes sociaux et les services sociaux. On voit que les services sociaux, il y a une étude là-dessus qui a été pas mal citée. C'était Dutton et collègues en 2018, si je me souviens bien, où ils comparaient
les programmes sociaux et les programmes de soins de santé. Et puis, pareil, qu'est-ce qui se passait pour la mortalité prématurée? Et les programmes sociaux faisaient mieux que les programmes de soins de santé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de programme de soins de santé. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les programmes sociaux. Et là, Complètement. pareil, il ne faut pas oublier la santé publique. C'est ça que Non. j'essaie de dire. Puis j'aime beaucoup en fait la conversation. On n'est pas forcément en fait sur des ça ou ça, mais des ça plus ça. Mais à un moment donné, en fait, il y a un choix, hein, parce que vous savez bien, en fait, les finances du gouvernement, en fait, sont pas non plus extensibles à l'infini, hein. Olivier, et puis Mehdi, est-ce que vous pouvez nous parler justement en fait du financement de la santé publique et plus largement, on va dire, en fait, de la prévention et de la promotion de la santé à la hauteur du Québec aujourd'hui? Je te laisse aller, Oui, Olivier. ben, on est, bon, c'est pas une très grande proportion du budget, là. En moyenne, dans une province canadienne, c'est 6% du budget de la santé qui serait alloué à différentes fonctions dites préventives. Au Québec, c'est moins. Il me semble on était autour de 2% avant le budget 2023. Et le Québec serait la province canadienne qui dépenserait le moins en santé publique. Mais ensuite, là, il y a des bémols parce que c'est quand même, et Mehdi le sait, c'est très bien parce qu'il a fait un article sur le sujet, mais c'est quand même assez difficile de comparer le niveau de dépenses en santé publique entre les provinces. Et ben, comme on a mentionné tout à l'heure, ben, une des manières de prévenir la maladie, c'est d'investir en politique sociale. Par exemple, de protéger le revenu, de hausser le revenu des personnes qui sont moins favorisées. Et ça, ben, quand même, le Québec dépense significativement plus dans ces secteurs-là que les autres provinces. Donc, peut-être que c'est peut-être un choix conscient qui a été fait de s'occuper davantage de la protection du revenu, mais moins de la santé publique. Mais bon, il n'en demeure pas moins que le Québec est la province qui dépense le moins en santé publique, si la mesure est comparable, ce qui est encore un défi, est-ce qu'on peut vraiment comparer? Mais ce qui est intéressant, c'est que le Canada serait, si la mesure est comparable, le pays de l'OCDE qui dépense le plus en proportion de son budget de la santé en santé publique. Ce qui peut paraître surprenant. Et ben, d'ailleurs, on est aussi un des pays qui a des quand même bonnes données de dépenses en santé publique, là, ce qui a permis à Mehdi de faire ce type d'analyse-là. Et Mehdi? juste ouais, Oui. pour compléter sur ce qu'a dit Olivier, en fait, ce qu'on voit particulièrement, qui est assez notable au Québec et aussi en Nouvelle-Écosse encore plus fortement, c'est qu'après la grande récession, donc la crise financière de 2009, on a vraiment eu un fort ralentissement et même une décroissance des dépenses de santé publique au Québec qu'on n'a pas observé dans toutes les provinces. Dans beaucoup de provinces, cependant, hein, c'est quand même assez commun. Je regarde juste les chiffres là pour essayer de me rafraîchir la mémoire, puisqu'on voit qu'en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, dans le territoire du Yukon, il y a eu cette réduction. Mais pour moi, c'est aussi toujours. Alors, j'essaye de ne pas opposer, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir le contraste entre mais les dépenses de soins de santé, elles, ont continué d'augmenter, alors que celles de santé publique ont ralenti. Donc, peut-être. Olivier a rappelé un point important sur ces enjeux de comparabilité et en fonction des provinces et même en fonction des niveaux de déclaration, puisque bon, dans les données nationales sont celles de l'ICIS, l'Institut canadien de l'Institut. Comment ça s'appelle? Information sur la Institute santé. of Health Information, oui, c'est ça. Donc, ICIS en français, mais je ne me souviens plus exactement de l'acronyme. Et il y a un autre niveau de déclaration qui est le niveau dans les budgets des ministères. Et on avait fait cet effort d'aller regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans ce qui est déclaré par les ministères comme santé publique et qu'est-ce qui se passe dans ce qui est déclaré comme santé publique par l'ICIS. Et ce n'était pas exactement la même chose. Donc, au moins, la différence était constante dans le temps. Donc, là aussi, c'était ce qui nous a rassurés. Nous, on était intéressés par les tendances. Donc, au moins, on savait que ça n'allait pas trop affecter nos tendances, ça allait affecter nos niveaux. Mais le point que j'essaie de communiquer, mais gardons à l'esprit que l'ICIS utilise des informations qui lui sont communiquées par les ministères provinciaux et par les départements des territoires. Donc, c'est pas, ils n'inventent pas ces données, hein, mais ensuite, ils essaient de les harmoniser du mieux qu'ils peuvent pour les rendre comparables. Donc, et le point que Olivier a fait, qui est important aussi, c'est de garder à l'esprit que, OK, peut-être que le Québec, c'est la province qui dépense le moins en santé publique, mais c'est dans le pays qui dépense le plus en santé publique. Et ça, c'est dans l'OCDE.
Ce qui me vient en tête là, et puis c'est une question peut-être un peu bête, hein, d'une certaine manière, mais comment ça se fait en fait qu'on ait autant de mal à trouver ces informations-là, notamment en fait en matière de santé publique? Parce que là, en fait, de ce que je comprends, hein, Olivier et Mehdi, il y a quand même beaucoup de bémols, hein, dans ces affirmations-là, tout dépendant de comment en fait l'information elle est colligée, tout dépendamment en fait de la proportion d'eux. Qu'est-ce qui fait en sorte que justement que Mhm. ça rend votre Ben, tu travail un sais, peu difficile, hein? Thomas, je veux dire, si on voulait comparer des dépenses beaucoup plus substantielles là, que la santé publique, genre l'éducation, là, c'est quand même difficile de le faire entre les provinces. Il en demeure qu'il n'y a pas toutes les provinces qui ont l'équivalent de l'Institut de la statistique du Québec. Mmh. Il y a Statistique Canada, mais Statistique Canada n'est pas un organisme provincial, hein. Son but, ce n'est pas nécessairement de comparer les provinces entre elles. En fait, c'est très, très difficile d'avoir des données désagrégées des budgets des gouvernements qui soient comparables à travers le temps et pour tous les champs. Donc, c'est vraiment pas le cas juste pour la santé publique, là. Par exemple, il y a des chercheurs à l'Université de Calgary là, qui font des données pour comparer les dépenses d'éducation, mais si eux les avaient pas fait, on pourrait pas comparer l'éducation. Puis on parle de proportions de budget beaucoup plus significatives que la santé publique, là. Donc, c'est pas. Je pense que c'est des problèmes de données qui tombent là dans la plupart des pays. Là, au niveau sous-national, là, c'est super difficile d'avoir des données de qualité encore aujourd'hui. Mmh. On reprend en fait, on revient davantage sur notre conversation, Mehdi, on parle d'investissement en fait dans le système, plus l'investissement en fait en santé publique de manière générale, donc accompagnement de la maladie plus, prévention. Mais de ce qu'on peut voir en fait, et puis, vous le disiez bien là, il y a eu des variations au cours du temps après justement en fait des crises, et puis on a des provinces qui ont recommencé en fait un investissement, d'autres qui ont encore un peu attendu. Est-ce qu'on parle de choix politique en fait dans justement en fait un choix d'investissement en matière de santé publique? Et puis Olivier, je me tourne davantage vers vous parce que c'est pas mal votre champ d'expertise. Oui, ben, oui, c'est sûr que c'est des choix politiques, puis il faut comparer la nature des programmes. La santé publique, c'est un programme qui est difficile pour les gouvernements à prioriser. Bon, pour plusieurs raisons. D'abord, comme Mehdi l'a mentionné, la santé publique, ça réduit la probabilité qu'une population va devenir moins malade, hein. Ça augmente la probabilité elle va être, ça réduit sa probabilité d'être malade. Alors que la santé curative, ben, ça sauve des vies tout de suite. Donc, le bénéfice est visible, il est attribuable à une personne, puis il est visible à court terme. Alors que le bénéfice de la santé publique est diffus et est alloué à long terme. Ce n'est pas demain matin que l'impact se produit. En plus, ben, la santé curative, c'est beaucoup de dépenses qui sont des revenus pour plusieurs personnes, pour les prestataires de services, pour les prestataires de biens médicaux, là, que ce soit des médicaments ou des technologies. Il y a beaucoup de dépenses d'infrastructure, alors que la santé publique, bon, c'est des dépenses qui sont beaucoup moins importantes d'abord, mais qui sont aussi, qui vont générer moins de revenus pour des groupes. Donc, ben, on a une politique publique qui est allouée à long terme, qui ne génère pas beaucoup de revenus pour des groupes et qui ne génère pas de bénéfices très clairs. Donc, Mmh. ben, évidemment, un gouvernement, ben, il va être influencé par des groupes d'intérêt puis par l'opinion publique. L'opinion publique et les groupes d'intérêt, ben, ils vont pencher vers la santé curative davantage que la santé publique et aussi ben, vers beaucoup d'autres politiques publiques que les gouvernements peuvent mettre de l'avant. La santé publique, en fait, souffre du même problème que, par exemple, la réfection des routes. Tu sais, construire une nouvelle route, c'est payant électoralement, mais réparer, maintenir une route, c'est un peu la même chose que la santé publique. C'est pas très visible, puis c'est bénéfique à long terme. Euh, et c'est rare que les gouvernements vont le prioriser. Puis donc, ce qu'on observe souvent, c'est que quand les gouvernements doivent faire des choix, puis doivent réduire leurs dépenses publiques, par exemple en situation d'austérité, ben, on observe que la santé publique en subit les conséquences davantage que la santé curative. Parce que justement, il n'y a pas cet appui populaire, cet appui de groupe. Et ben, moi, j'ai l'impression que les gouvernements sont réactifs aux électeurs, puis les électeurs, ben, mine de rien, si on leur demande est-ce que tu veux un investissement dans ton accès aux médecins ou un investissement dans la promotion de la santé, ben, probablement qu'ils choisissent l'accès aux médecins.
Et les gouvernements suivent un peu les volontés des gens. Et donc, c'est pas une politique qui est facile à mettre de l'avant. C'est une politique qui est invisible. On peut espérer que quand elle devient plus saillante, là, comme dans les années qui suivent la pandémie, qu'il y ait un peu plus d'investissement en santé préventive. Mhm. Et si je peux ajouter à ce qu'a dit Olivier, ce qui est Bien sûr, bien vraiment sûr. important à garder à l'esprit, c'est que le système de santé publique est essentiellement invisible. Si on demande à n'importe qui dans la rue, hey, est-ce que vous savez ce que c'est la santé publique? J'imagine qu'assez peu de personnes vont être capables d'expliquer, alors que si on dit, ah, qu'est-ce que vous pensez du problème d'accès à un médecin de famille? Là, tout de suite, les gens vont exactement comprendre de quoi on parle. Euh, et ce qu'Olivier n'a pas forcément mentionné, et que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que donc avec Olivier, on a fait un papier ensemble sur la partisanerie, l'austérité et les dépenses santé publique. Et finalement, ce que Olivier et Alain Noël, donc dans un papier séparé de l'OCDE, ont trouvé, c'est que la partisanerie, ça a semblé avoir un effet, alors que dans l'OCDE, alors qu'au Canada, ça donnait pas grand-chose. Non, non, ça n'avait pas d'effet non plus en OCDE. Ça n'avait pas d'effet non plus. Donc Non, finalement, non, la partisanerie n'a jamais d'effet, en fait, ou presque. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça reflète le fait que il n'y a pas, c'est pas il y a pas une demande de certains groupes de la population pour la santé publique. Tu sais, quand on a une politique publique qui est demandée par un certain groupe, mais pas par un autre, là, on va voir un impact de si on a un gouvernement de gauche ou de droite au pouvoir, tu sais, par exemple. Mais il n'y a pas vraiment de groupe de la population très nombreux qui demandent de la santé publique. Donc, que ce soit la gauche ou la droite, il n'y a pas vraiment d'effet. Surprenamment, peut-être, la gauche fait pas moins d'austérité que la droite. Donc, il n'y a pas de relation entre Mhm. la partisanerie puis le niveau d'investissement en santé publique. C'est juste super. difficile pour tout le monde d'investir en santé publique, en fait. Excellent, merci Olivier pour cette correction. Et la chose qu'on a vue en revanche au Canada, c'est que c'était vraiment, il y avait cette contrainte, cet effet d'éviction de la dépense de soins curatifs sur la dépense santé publique. Et quand il y avait plus de dépenses de soins curatifs dans le passé, ça réduisait la croissance des dépenses de santé publique dans le futur. Et que c'est de là aussi, du coup, Thomas, qu'est-ce que le point que j'essaie de faire, j'essaye d'imaginer qu'on on doit penser à ça comme un écosystème et pas comme on Ah fait oui. A ou B, mais que malheureusement, ce qui se passe, c'est précisément en l'absence de groupe d'intérêt, le fait qu'on parle d'un système qui est pas tellement visible, c'est malheureusement pas vu comme un écosystème. Et que si jamais il Mhm. doit y avoir des réductions dans la croissance des dépenses ou même des coupures, c'est la santé publique est bien plus à risque de se faire tailler que Ah oui, d'autres complètement. composants du système de soins de santé. Ce qui peut être intéressant aujourd'hui, puis ça serait peut-être une sorte de question conclusion, hein, c'est premièrement, en fait, avec l'arrivée de Santé Québec qui va faire l'opérationnalisation du système de santé d'une certaine manière, alors que le ministère de la Santé va vraiment être dans la vision, ça peut laisser potentiellement plus de place justement à cet écosystème-là. Comme vous dites, Mehdi, le gros écosystème va se retrouver beaucoup chez Santé Québec. Potentiellement, en fait, que ça va laisser plus de place à un niveau ministériel. Ça, c'est la première supposition. La deuxième supposition aussi, c'est que, et puis c'est sorti en fait juste au moment où les budgets sont sortis aussi, mais la préoccupation en fait par rapport à la santé est plus la préoccupation numéro une en fait des électeurs. On a vu dernièrement en fait un sondage qui démontrait que actuellement en fait les gens voulaient du logement avant de la santé. Et c'est Mm. la première fois, à ma connaissance, en fait, dans l'histoire des sondages qu'on a menés auprès de la population québécoise que le logement devient une priorité sur la santé. C'est en Mm. train peut-être une sorte de 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 fatigue par rapport à cet investissement, en fait, constant, en fait, dans un système qui fonctionne pas autant qu'on l'aimerait. Je sais pas, hein, peut-être que vous voudriez rebondir, peut-être ça serait une sorte de conclusion de votre côté? Je commence, Olivier? Oui, vas-y. Ça va me permettre Ok, de réfléchir. vas-y. Je pense que par rapport à Santé Québec, en fait, sans vouloir d'aller penser à, OK, est-ce que Santé Québec, c'est vraiment une bonne idée? Mais plutôt, c'est l'idée de possiblement une segmentation avec Santé Québec qui s'occupe du soin de santé et le ministère de la Santé et des Services sociaux qui devient vraiment un ministère de la santé et pas du soin et des services sociaux. Effectivement, je vois ça comme une opportunité de redéfinir le paramètre et vraiment d'embrasser que la santé et les services sociaux sont vraiment, enfin plutôt que les services sociaux sont aussi déterminants sociaux de la santé. Et c'est un peu ce qu'on avait mentionné un peu avec Olivier.
finalement, ces programmes sociaux, ils sont très forts au Québec quand on compare au reste du Canada et qu'on a peut-être une opportunité là aussi d'externalité positive entre les deux types de services. L'autre réaction que j'avais, et j'essaye de m'en souvenir, c'était, oui, finalement une forme de désintérêt collectif envers les questions de santé. On est dans le purement spéculatif, évidemment, mais il semble que juste la crise du logement est devenue, finalement, ça fait peut-être 10 ans, depuis que la Banque du Canada a commencé à augmenter son taux d'intérêt, on entend de plus en plus le logement, le logement, le logement. Mais ça parle, donc en politique publique, il y a ce concept de fenêtre d'opportunité. Pour moi, ça parle je serais peut-être un peu moins optimiste sur l'avenir des dépenses santé publique, puisque la fenêtre d'opportunité se ferme justement, pour la santé. Et que déjà, avec ce qu'on a discuté, c'est dire que ce n'était pas quelque chose qui était particulièrement sur le devant, sur les intérêts principaux pour les responsables politiques. Il semble que ça risque de l'être. Ça va être encore plus difficile. Donc, je n'ai pas envie de conclure sur une note négative, mais je crains et on a aussi, encore une fois, tous les problèmes avec les soins de santé. Le problème d'accès à la médecine de famille est toujours là. Le problème des urgences d'engorger est toujours là. Le problème d'accès aux lits d'hôpitaux est toujours là. Ces problèmes-là n'ont pas disparu. Donc, la note d'espoir est peut-être que comme ces problèmes-là vont être transférés à Santé Québec, peut-être que le ministère de la Santé et des Services sociaux sera capable de trouver les moyens ou les fonds d'investir davantage en promotion de la santé. Ouais, pour rebondir sur ces deux points-là, pour conclure, je pense que la question de sondage dont vous parlez, Thomas, c'est une question qui demande quel est le problème le plus important. Puis là, le problème, c'est qu'on a beaucoup de problèmes importants en ce moment. Bon, l'inflation a diminué, là, mais le problème du logement en fait, est un miroir de l'inflation, hein, parce que c'est la hausse des taux d'intérêt qui y participe. Et je pense que les gens considèrent que la santé est encore vraiment un problème, mais là, on leur demande le plus important. Puis quand votre loyer est trop cher, vous ne trouvez pas d'appartement, c'est évidemment votre problème principal. Il n'en demeure pas moins que j'ai des sondages que je vais montrer bientôt, là, je vais révéler bientôt, mais on voit que le sentiment de crise dans le système de santé est encore plus élevé que l'année dernière. Et pourtant, l'année dernière, c'était l'année la plus élevée depuis qu'on a les sondages. Donc, ça ne va pas très bien là-dessus non plus. Puis, bon, on peut voir ça comme une opportunité. Bon, quand c'est une situation de crise, il faut faire des changements. Donc, peut-être qu'on peut aller justement vers une réorientation un peu des dépenses du curatif vers le préventif. Mais en même temps, on espère que ce sentiment de crise-là ne va pas se traduire par une espèce de désengagement, une espèce de cynisme de dire qu'on n'est pas capable de régler les problèmes. Ça, c'est une chose. Et de ce que vous mentionnez sur l'Agence Santé Québec, c'est l'objectif de la chose, techniquement. Est-ce que ça va fonctionner? On verra, mais c'est l'objectif là, en délaissant à l'Agence Santé de Québec la gestion quotidienne du réseau. Techniquement, le ministère peut se pencher sur la planification à plus long terme. Et évidemment, ils ne sont pas fous. Là, ils savent très bien que la planification à plus long terme, ça implique d'avoir une logique un peu plus vers la prévention de la maladie. Donc, espérons que ça peut fonctionner. Puis, on espère que ça fonctionne parce qu'on veut réduire ce sentiment de crise-là dans la population. Donc, c'est quand même une note positive, d'une certaine manière. Mehdi, j'essaie d'y aller sur une note positive. On va voir, en fait, la fenêtre d'opportunité, comme vous le dites, elle se ferme cette année. Pour la santé publique, je pense qu'il y a plusieurs indicateurs qui démontrent, en fait, qu'on est arrivé là. On va voir en fait si justement on aura utilisé cette opportunité pour justement, avec l'arrivée de Santé Québec, faire en sorte que le ministère de la Santé devienne un véritable ministère de la Santé, comme vous dites, Mehdi, et non un ministère de la maladie. On se le souhaite. J'aimerais vous remercier à nouveau. Mehdi, c'est la deuxième fois qu'on a une conversation en fait dans le cadre de la semaine de la santé durable. Olivier, on s'était déjà parlé en fait à plusieurs reprises en fait dans le cadre d'autres projets. Moi, j'aimerais vous remercier premièrement en fait pour le travail que vous faites parce que l'économie de la santé et notamment l'économie de la santé publique est essentielle dans cet environnement-là. On parle d'un budget de 60 milliards. Si on comprend pas ce budget-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec, hein, sincèrement là. Donc, ça prend beaucoup plus d'économistes de la santé, ça prend beaucoup plus de personnes comme vous qui allez vraiment développer une recherche en relation avec l'économie de la santé. Donc, merci pour ce que vous faites. Puis, j'espère en fait qu'on aura la chance de se reparler dans les prochains mois et puis que l'esprit positif de la fin de cette conversation en fait aura percolé et puis qu'on aura justement les outils pour s'en parler ensemble. Donc, merci à nouveau. Merci à vous. Et c'est l'ASPQ, le groupe d'intérêt qui représente la santé publique. Donc, c'est vraiment important le travail que vous faites. Merci beaucoup, Olivier. Et puis, à très bientôt alors. Merci encore. Au revoir.